Bienvenue au plus grand débat de philosophie du XXIe siècle. Sous vos yeux ébahis sur la question de l'État nous prive-t-il de liberté vont s'affronter Bakounine, le révolutionnaire russe à la barbe farouche, Nietzsche, l'esprit libre à l'effroyable moustache, Hegel, la force tranquille, et Mill, le redoutable British. Dans cette terrible bataille de cartes, ce n'est ni le plus hargneux, ni le plus brillant qui vaincra, mais le plus persuasif, le plus stratège, celui qui saura accumuler les points de conviction et éviter les malus. Bienvenue au débat du siècle, bienvenue au choc des titans, bienvenue au jeu des cartes, que le plus convaincant l'emporte. L'État est la réalité effective de la liberté concrète. C'est la condition dans laquelle la liberté de l'homme peut s'exercer. Sans lui, pas de liberté. Je vous dirais au contraire qu'il y a dans la nature même de l'État quelque chose qui provoque à la révolte. Toute commande va à l'encontre de la liberté et de la dignité humaine, d'autant plus si celle-ci est imposée par violence et coercion. En effet, la liberté d'un homme consiste à ne suivre que les lois qui lui semblent justes, qu'il conçoit et adopte comme siennes, et que rien ne lui impose si ce n'est sa propre conscience. En effet, l'État suppose une obéissance des citoyens et donc restreint leur liberté. La liberté va de pair avec volonté de puissance, exaltation de l'esprit libre, être capable de penser autrement. Et ce n'est pas en obéissant qu'on est libre, c'est en s'affirmant. L'État suppose l'obéissance, et donc, par la soumission, il nous prive de liberté. L'esprit libre sort... L'esprit libre sort des sentiers battus, il ne se conforme pas aux règles. Pensons par exemple au port du masque, une contrainte atroce, imposée au XXIe siècle par un État vraiment cruel, nous privant de liberté. Par la contrainte, il nous prive essentiellement de liberté. Voilà. Très cher, je répondrai sur le port du masque en vous disant que par le principe de non-nuisance, il peut être légitime. En effet, les hommes ne sont autorisés individuellement ou collectivement à entraver leur liberté d'action de quiconque que pour assurer leur protection. Ainsi, on peut contraindre quelqu'un à porter un masque si c'est pour protéger les autres, et de même, on pourrait contraindre quelqu'un à se faire vacciner pour protéger autrui. Niet. Au contraire, la liberté est indivisible. On ne peut en retrancher une partie sans la tuer tout entière. La liberté est absolue. Ce n'est pas une somme de liberté, ce n'est pas un gâteau que vous pouvez découper, c'est une unique entité, un unique être. L'État qui prétend la restreindre pour la protéger ne fait que la tuer en nous empêchant ne serait-ce qu'une action. C'est notre liberté tout entière qui l'arrache. Comme le faisait Dieu, cet affreux despote dans la Genèse, avec sa défense de goûter le fruit de l'arbre de la science. Il est vrai que l'État n'assure pas la liberté absolue, du moins au sens où vous l'entendez. En effet, la véritable liberté, c'est celle d'adhérer de soi-même à l'intérêt commun, à l'universel. En effet, cela permet d'élargir sa conscience à celle d'un tout organique qui prend conscience de lui-même, l'État. Mais l'État ne garantit pas la liberté, puisque la liberté ne s'acquiert que par nous-mêmes. La liberté ne peut être qu'individuelle. Celui qui veut devenir libre doit le devenir par lui-même, et que la liberté n'est pour personne un don miraculeux tombant sans effort sous la main des yeux. Scheiße, meine moustache. La liberté s'acquiert, c'est comme un état de perpétuel mouvement, elle n'est pas figée par des lois, c'est une absurdité que de penser cela. La liberté s'acquiert notamment en apprenant à s'opposer aux valeurs, aux idées reçues, en se libérant des croyances. Or l'État est devenu la nouvelle idole. L'État est devenu un véritable fléau. On doit se libérer de nos idoles, et donc on doit se libérer de l'État, qui nous prive de nos libertés en nous rendant esclaves d'un peuple et de ses croyances. Deux choses. La liberté de chacun n'est donc réalisable que dans l'égalité de tous. Nous ne sommes pas réellement libres si les hommes, ceux qui nous entourent, ne sont pas eux aussi libres. Nous ne sommes libres que lorsque notre liberté se reflète dans la liberté des autres. Au contraire, notre liberté n'est pas limitée par celle des autres. Nous retrouver en l'autre cette même liberté, c'est ce qui nous permet réellement d'être libres. Il est nécessaire que tous les hommes soient égaux dans le droit, dans les faits, afin que chacun soit libre. De plus, c'est le sacrifice de la liberté naturelle et des intérêts de chacun aux intérêts de la liberté de tout le monde. L'État, limiter notre propre liberté et prétendre que c'est pour le bien des autres, pour l'intérêt commun, pour le bien commun et que sais-je encore, c'est supprimer notre liberté, la réduire à zéro, car comme je le disais, la liberté est indivisible. Si je sacrifie, ne serait-ce qu'une infime partie, qu'une once de ma liberté
parce que telle autre personne ou tel autre être que je ne connais pas et dont je n'ai rien à faire prétend vouloir, prétend bénéficier de cette privation de liberté, alors ma liberté devient nulle et sa liberté à lui aussi devient nulle. Da. Eh bien, je vous répondrai que le despotisme est un mode de gouvernance légitime chez les barbares. En effet, en vertu du principe de non-nuisance, les barbares n'étant pas considérés comme des adultes matures, on peut restreindre leur liberté pour les empêcher de se causer du mal à eux-mêmes et aux autres. Par exemple, il est tout à fait légitime d'emprisonner un criminel si celui-ci est dangereux, puisque celui-ci est dangereux pour sa population. Parfait, voilà un exemple criant de l'État comme un outil pour les faibles, comme un instrument pour les faibles, pour oppresser les forts. Au nom de la paix, ces lois, ces petites lois, protègent les plus faibles contre les plus forts. Elles restreignent leurs actions et donc les privent de liberté, ce qui est un acte absolument absurde. Et puis, vous parlez d'emprisonner, alors parlons maintenant de violence légitime. La violence légitime de l'État, voici mon exemple. L'État veut opprimer son peuple via l'exercice de la force par la police, par exemple. Il dispose du monopole de la violence légitime, selon l'expression de Max Weber, qui est caché par là. Et l'État est un monstre froid, c'est certain. Mais pourquoi ? Parce qu'il est violent, notamment. Puisque on peut penser au fait de kidnapper quelqu'un. Vous parlez d'emprisonner un criminel, mais... une moustache. Mais on n'a pas le droit d'emprisonner quelqu'un, on n'a pas le droit de kidnapper quelqu'un. L'État, par la police, a le droit d'emprisonner quelqu'un. On n'a pas le droit de taper des gens, sinon on se fait punir sévèrement. Or, l'État, par la police, a le droit de matraquer des civils, sans être vraiment puni. Donc, moi je vous dis, par la violence et par sa capacité qui nous prive de nos libertés, l'État nous prive de notre liberté. Je vous dirais au contraire que l'État sacrifie la liberté de la majorité en prétendant garantir la liberté de certains bourgeois privilégiés qui seuls ont les moyens de celle-ci et exploitent l'esclavage de fait des masses populaires. C'est-à-dire, l'État promulgue le privilège de quelques-uns fondé sur l'esclavage de tout le monde et donc réduit à néant la liberté de tous. Eh bien, je ne suis pas d'accord. L'État permet à tous de vivre en tant qu'être humain, c'est-à-dire en utilisant sa raison et sa conscience. En effet, il nous permet de vivre comme des êtres pour soi, c'est-à-dire de s'affranchir de nos besoins en soi, qui sont ceux de nos intérêts en tant que personnes privées, nécessaires à notre survie. Et ainsi, en exerçant notre conscience, notre raisonnement, nous venons naturellement à rejoindre l'intérêt de l'universel. Je suis d'accord avec vous. Il est nécessaire de conserver les libertés d'opinion et d'expression. En effet, la vérité ne peut se faire jour que par la diversité d'opinions. Et donc, pour progresser, apprendre et exercer leur raison, les hommes doivent confronter leur opinion. Et vous parlez de la majorité, mais la majorité, personne n'est infaillible, et la majorité peut elle aussi se tromper. Et ne peut donc pas légitimement imposer une loi à la minorité. Tout ça parce que la majorité pense que c'est juste. Je vous dirais au contraire que dans toutes les formes, peu importe la forme d'État, quand on regarde tous les États qui ont existé, et en prenant l'exemple de la Suisse, qui est pour moi la république de représentativité qui a le mieux réussi, on voit se former une classe de gouvernante qui est toute différente et complètement séparée de la masse des gouvernés, c'est-à-dire peu importe la forme de gouvernement, peu importe la constitution, il y a une classe gouvernante, une classe de dominateurs face au peuple dominé, opprimé. C'est cette bourgeoisie qui, seule a l'instruction et le loisir nécessaire de s'occuper du gouvernement tandis que le peuple travaille, est complètement détachée des intérêts et de la volonté de celui-ci, c'est-à-dire que le peuple espère qu'en élisant des représentants, qu'en formant un gouvernement, un État, il pourra réaliser ses intérêts, sa volonté, c'est-à-dire il pourra obtenir prospérité et liberté, alors qu'au contraire, ces représentants forment une classe complètement détachée de la réalité du peuple et ne se préoccupent plus que de leurs propres intérêts, des intérêts de l'État, de conquête, de conservation de l'État, et j'en passe. Vous parliez tout à l'heure de la diversité d'opinions et je vous rejoins tout à fait sur ce point-là, monsieur Mill, ou madame Mill. Mais l'esprit libre se nourrit de cette diversité d'opinions, il est capable de voir toutes les opinions antagonistes qui s'opposent et de choisir celles qu'il pense vraies, il peut s'affirmer, il n'avale pas tout ce qu'on lui donne, tout ce qui lui est inculqué, notamment par l'éducation qui est un des fléaux de l'État, puisque l'éducation atteint, qu'est-ce qu'elle atteint l'éducation ?
Elle atteint un brassage brutal pour rendre utilisable, exploitable pour l'État, une légion de jeunes gens. L'école tue la créativité, les talents, le potentiel. Elle uniformise les esprits, neutralise les singularités et impose une certaine vision du monde. Et donc, par l'éducation, l'État nous prive, dès notre enfance, de l'éducation, de liberté. Pour vous répondre à vous, Monsieur Bakounine, qui est un russe que j'exècre, eh bien, l'État est un produit de la mentalité de troupeau, elle écrase l'individualité des hommes. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids, ce sont des destructeurs, ceux qui tentent des pièges au grand nombre et qui appellent cela un État. Qu'entends-je par là? Eh bien, l'État entrave l'épanouissement des individus. En effet, il est insensible à la créativité, au rayonnement du génie. C'est une institution artificielle, froide, qui stérilise notre vie, notre liberté. C'est un lent suicide même. Il impose des valeurs collectives qui valorisent la soumission, l'obéissance et ne valorise pas forcément notre propre vision du monde. Et en cela, il empêche l'esprit libre de s'épanouir, de se développer. Et en cela, eh bien, il nous prive essentiellement de liberté. De même, mais je n'ai pas la bonne carte. De même, je vous dirais, je vous rejoins tout à fait, même si vous semblez me haïr sans raison. Je vous rejoins tout à fait. L'État nous impose véritablement son existence. Ce n'est pas comme la société qui se forme naturellement, parce que les hommes sont des animaux sociaux qui vont se réunir, partager des valeurs et créer une société qui va nous permettre de nous développer. L'État existe. L'État nous impose son existence, nous impose ses valeurs et nous interdit, nous empêche, sous peine de violence, de le quitter, de se séparer de lui. Eh bien, avec ma moustache qui a perdu des poils, je crois qu'on a terminé.